Ce n'est pas pour rien que dans la notice de ce médicament, c'est écrit que c'est indiqué aux homosexuels et aux personnes qui se droguent. Parce qu'en Europe et aux États-Unis, les personnes qui souffrent le plus de sida, ce sont les homosexuels et les personnes qui se droguent. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, les hétérosexuels qui souffrent de sida représentent moins de 5% aux États-Unis? Parce que jusqu'aujourd'hui, en Europe et en Occident, les personnes qui souffrent le plus de sida, c'est les homosexuels et les personnes qui se droguent. C'est pour ça que cette étude était exclusivement orientée chez eux. Je leur demandais donc dans cette émission que nous sommes au Cameroun, dans un pays où l'homosexualité est interdite. Et vous êtes en train de nous dire qu'on a trouvé un nouveau médicament qui résout un problème dont la population cible est même interdite chez nous. Ça veut dire que si vous aviez un minimum de pensée complexe, vous serez dit, ok, le médicament, pourquoi ils ont décidé de mettre ça sur le marché? On va essayer de mener une petite enquête pour savoir ce qui a permis de mettre le médicament sur le marché. Et vous aurez compris qu'en réalité, c'est pour d'autres enjeux qu'on a mis ça sur le marché et non les réels enjeux qui consistent aux problèmes qu'on rencontre dans notre pays. Je vais aller plus loin. Je m'étais rendu compte de quelque chose à l'hôpital aussi, c'est que il y a des patients qui venaient, ils étaient positifs, et puis ils partaient dans d'autres pays ou alors dans d'autres laboratoires, ils étaient négatifs. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que quand on fait un test de diagnostic rapide, par exemple du VIH, que ce soit avec les bandelettes ou alors les tests de diagnostic rapide de façon globale, si le test est positif, on fait un test de confirmation. En général, la technologie qu'on utilise, c'est le Western blot. Et ce qui se passe avec le Western blot, c'est quoi? C'est qu'il y a des antigènes qu'on détecte. Et ce sont ces antigènes-là qui permettent de savoir si on peut confirmer ou alors si on peut dire que vous n'êtes pas positif ou si vous êtes négatif. Et le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que ce test-là, en fonction des pays, le nombre d'antigènes n'est pas le même. Il y a certains pays où lorsqu'on détecte 3, on vous déclare positif. Il y a d'autres pays où il en faut 4, comme en Australie. Aux États-Unis même, c'est grave parce qu'en fonction des États, le nombre n'est pas le même. Ce qui explique que quelqu'un peut venir au Cameroun, il fait le test de confirmation, il est positif, il s'en va en Australie, il fait le même test de confirmation. Étant donné que les normes qui permettent de définir que le test est positif ou négatif sont différentes, il se retrouve négatif en Australie et positif au Cameroun. Ce qui n'a pas de sens. Ce qui n'a pas de sens sur le plan scientifique. Et je vais conclure maintenant toujours sur cette maladie avec ce qu'on appelle des réactions croisées ou encore les faux positifs. Je peux citer des facteurs comme la grippe. Je peux citer des facteurs comme le paludisme. Je peux citer des facteurs comme la tuberculose. Je peux citer des facteurs comme le vaccin contre l'hépatite B, le vaccin contre le tétanos. Je peux citer des facteurs comme les transfusions sanguines. Je peux citer des facteurs comme des rapports sexuels anaux. Je peux citer des facteurs comme l'infection à herpès, l'infection à chlamydia. Il en a 66 comme ça. Et tous ces facteurs-là ont fait l'objet d'études dans au moins 20 pays. Ils ont été publiés dans toutes les revues internationales. Certains sont même dans les notices des tests de VIH. Mais le problème qui se pose chez nous, c'est que lorsqu'on demande à quelqu'un de faire un test et que le test soit positif, en aucun moment on ne se pose la question s'il s'agit d'une réaction croisée. Jamais on ne se pose cette question. On le met sous traitement directement. On n'essaye pas de savoir s'il y a un facteur qui aurait pu rendre le test positif et qui n'a rien à voir avec le VIH. Et moi, j'estime que c'est un problème. Parce que c'est toujours un problème de pensée complexe. Où on est au quotidien en train de répéter des choses, en train de faire des choses qu'on ne comprend pas. On est en train de prescrire des examens qu'on ne comprend pas, dont on ne comprend même pas le principe du fonctionnement. On demande à un patient qui vient là, il a un peu vomi, il a un peu, par exemple, de la diarrhée. On dit, ok, va faire le test de Vidal. Et puis le test soit positif. On dit, non, tu as la fièvre typhoïde. Mais c'est un non-sens. C'est un non-sens. La pensée complexe et l'esprit critique demandent que désormais, chaque fois qu'on fait face à un problème de santé, chaque fois qu'on fait face à une nouvelle information qui a trait à la santé, qu'on puisse se poser la question, d'où vient cette information? À qui ça profite cette information? Qui profite du fait que cette information continue d'être dissimulée dans la population? Le premier livre que j'ai publié, là nous sommes en 2014, s'appelle « Stop assez de mensonges » sur le VIH-Sida. Étant donné que je suis médecin de formation, je me suis beaucoup intéressé à cette thématique afin de pouvoir identifier les informations scientifiques publiées dans les revues internationales en termes de publications crédibles et officielles sur lesquelles on ne communique pas suffisamment. Donc j'ai décidé donc d'écrire un livre qui est un essai, qui est donc axé sur ces différentes informations afin de permettre au grand public de comprendre qu'en réalité, il ne faudrait pas avoir peur de cette maladie. Il y a des attitudes à adopter afin de pouvoir être beaucoup plus serein lorsqu'on fait face
un diagnostic de séropositivité.